Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, parfois une hantise de la recherche d'emploi, la lettre de motivation. Ah oui, un grand classique. Exactement. Alors, est-ce que c'est juste une formalité poussiéreuse à l'heure du clic facile ou est-ce qu'elle peut encore être une arme secrète? C'est toute la question, effectivement. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur les enseignements d'un guide stratégique assez complet sur le sujet. Notre mission, quoi, comprendre comment transformer cette étape, qui est souvent vue comme une corvée, soyons honnêtes, Oui, un peu rébarbative parfois. en un véritable levier pour ouvrir les portes de l'entrevue. Alors, est-ce que ça vaut encore le coup de s'y investir? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allons-y. Commençons par la question qui fâche peut-être un peu. À quoi sert vraiment cette lettre aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait pas juste doublon avec le CV qui liste déjà tout? C'est une excellente question. Et c'est souvent là, en fait, que réside le premier malentendu. Ah bon? Oui. Non, elle ne doit absolument pas être un simple résumé du CV. Penser ça, c'est vraiment passer à côté de son potentiel. Le CV, bon, ce sont les faits bruts. Expérience, diplôme, compétences techniques, quoi. D'accord. La lettre, elle, c'est le pourquoi et le comment. C'est le récit qui va donner vie à ces faits, qui va injecter la personnalité, la motivation spécifique pour ce poste-là, dans cette entreprise-là. Mhm. C'est là qu'on explique pourquoi nous, pourquoi eux, et comment notre parcours s'inscrit dans leur avenir. C'est ce que tu as appelé un pont narratif, je crois, entre le passé factuel du CV et le futur qu'on projette avec l'employeur. C'est ça. Et son but ultime, ça n'a pas changé, hein, c'est donner envie de nous rencontrer. Cette idée de pont narratif, oui, je trouve ça parlant. Mais alors, du point de vue du recruteur, qui, on l'imagine, croule souvent sous les candidatures, qu'est-ce qui fait mouche? Qu'est-ce qu'il ou elle cherche vraiment à y déceler en priorité? Oui, il faut vraiment se mettre dans leurs chaussures un instant. Face à des dizaines, parfois même des centaines de CV, le temps est compté. Donc la lettre, elle devient une sorte de filtre rapide. D'accord. On y cherche principalement trois choses. Premièrement, une preuve tangible de motivation. Une lettre qui cite par exemple un projet récent de l'entreprise, un de ses défis spécifiques ou une de ses valeurs affichées. Ça montre que le candidat a fait plus que juste survoler l'annonce. Il s'est renseigné, quoi. Exactement. Et cet effort de recherche, c'est un signal fort de sérieux. Deuxièmement, on cherche un aperçu de la personnalité et de l'adéquation culturelle. Ah oui, le fameux fit. C'est ça. Le ton, le style, l'enthousiasme qui transparaissent, ça donne des indices sur l'individu derrière le CV. Et parfois, honnêtement, une personnalité qui matche bien avec l'équipe, ça peut faire pencher la balance, même si les compétences techniques sont pas parfaites à 100%. Hmm. Et troisièmement, et ça c'est souvent un test un peu implicite, c'est la qualité de la communication écrite. La clarté, la structure, l'absence de faute. Le b.a.-ba quand même. C'est un échantillon direct de la capacité à s'exprimer de manière pro. Une lettre qui est bâclée sur ce plan-là, ça peut être rédhibitoire, peu importe la qualité du CV à côté. D'accord, l'intention est claire. Mais les chiffres qu'on a trouvés dans notre source sont un peu déroutants, non? Seulement 17% des recruteurs accorderaient une importance primordiale à la lettre, 56% une importance secondaire. Hmm. Face à ça, on peut légitimement se demander si l'effort est vraiment rentable. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux passer ce temps à des marchés directs sur LinkedIn ou à peaufiner son pitch oral? C'est le grand paradoxe. Et ces chiffres, ils reflètent une réalité. Le temps moyen passé sur chaque lettre est souvent court, c'est vrai. Oui. Mais l'impact potentiel, lui, peut être énorme, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Ah oui, oui. Et son importance, elle varie aussi beaucoup selon les contextes. Elle va être cruciale pour les métiers de la communication, du commercial, du conseil. Elle sera très regardée dans les PME ou les structures où le facteur humain est vraiment central. Parfois, elle sera moins décisive pour des postes très techniques, où, le portfolio, les preuves techniques parlent d'eux-mêmes. D'accord. Mais là où ça devient vraiment stratégique, c'est dans ce calcul risque-bénéfice. Une mauvaise lettre, tu sais, la lettre générique, bourrée de fautes, mal ciblée, elle n'est pas neutre. C'est pas juste pas utile, c'est négatif en fait. C'est exactement ça. C'est un signal négatif actif, une preuve de négligence. Franchement, c'est bien pire que pas de lettre du tout dans certains cas. Et à l'inverse, une lettre exceptionnelle, celle qui va surprendre par sa pertinence, sa personnalité, sa clarté, eh bien, elle peut absolument faire la différence entre deux profils qui sont similaires sur le papier. Le petit truc en plus, quoi. C'est ça, elle peut être ce petit supplément d'âme qui déclenche la convocation à l'entretien. Donc l'enjeu, c'est pas tant d'en faire une, mais d'en faire une qui marque les esprits. Et l'intelligence artificielle dans tout ça? Parce qu'on voit fleurir les outils qui promettent la lettre parfaite en 3 clics. Apparemment, 73% des candidats l'utiliseraient déjà. Oui, les chiffres sont impressionnants.
C'est la solution miracle ou c'est un nouveau piège? Si tout le monde s'en sert, on risque pas une nouvelle forme d'uniformisation encore plus lisse, non? C'est exactement le risque. L'IA, c'est un outil puissant, mais vraiment à double tranchant. Hmm. Elle peut être une aide formidable hein, pour brainstormer, pour trouver des synonymes, pour structurer un premier jet, ou même pour traquer les fautes d'orthographe, soyons honnêtes, c'est utile pour ça. Oui, c'est vrai. Mais le danger, c'est de prendre le texte généré comme ça, tel quel. Ces textes, même s'ils sont grammaticalement parfaits, ils manquent souvent de cette, comment dire, cette texture personnelle. Le vécu, peut-être. Voilà, de ces détails spécifiques qui viennent d'une vraie réflexion ou d'une expérience vécue. Et les recruteurs, ils commencent à développer un flair pour repérer ces lettres un peu trop parfaites, un peu désincarnées. Parfois même, il y a des affirmations un peu étranges, des hallucinations factuelles, comme on dit. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Donc l'IA, ça peut être un excellent copilote, un sparring partner pour tester des idées. Mais ça ne remplace pas l'authenticité et la personnalisation poussée. Le vrai défi, c'est de s'en servir pour améliorer sa propre pensée, pas pour la remplacer. Bien compris, donc la lettre garde son rôle stratégique, mais à condition d'être authentique, percutante. Alors concrètement, comment on la construit? C'est quoi l'anatomie d'une lettre qui a de l'impact? Alors il y a une structure de base qui a vraiment fait ses preuves. Commençons par le cadre, le contenant. Ça peut sembler trivial, mais c'est le premier signal de professionnalisme. Les détails qui comptent. Exactement. On parle des éléments formels, les coordonnées claires et complètes, les siennes à gauche, celles du destinataire à droite, la date, un objet précis qui reprend l'intitulé du poste et la référence si elle existe. Ça, c'est crucial pour le tri. Oui, pour qu'elle arrive au bon endroit. Voilà. Une formule d'appel adaptée, madame, monsieur, si on ne connaît pas le nom, ou alors le nom directement, si on l'a trouvé via LinkedIn. Un appel rapide, ça montre un effort supplémentaire. Ça personnalise déjà un peu. Tout à fait. Et puis, une formule de politesse sobre et professionnelle. Pas besoin d'être trop alambiqué, hein, un classique « je vous prie d'agréer », ça fonctionne très bien. Et bien sûr, la signature. Soigner cette présentation, c'est déjà montrer qu'on maîtrise les codes. Ok, pour le cadre. Mais le plus important, j'imagine, c'est le contenu. Cette fameuse structure vous, moi, nous. On en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est vraiment la recette magique? En quoi elle est si efficace? Ce n'est pas magique, non, mais c'est redoutablement logique et efficace sur le plan de la persuasion. C'est un schéma narratif qui en fait inverse la perspective habituelle. C'est-à-dire? D'abord, le vous. On commence par parler de l'entreprise. Attention, pas pour la flatter bassement, hein, ça se voit tout de suite, mais pour montrer qu'on s'est vraiment intéressé à elle. Qu'on a fait ses devoirs. C'est ça. Qu'est-ce qui nous attire dans ses projets? Ses valeurs, son positionnement. Quels sont ses défis actuels qu'on a peut-être perçus? Démarrer comme ça montre qu'on n'est pas là par hasard, qu'on a fait une démarche ciblée. Et psychologiquement, c'est puissant. Ah oui. Pourquoi? Parce que mentionner un détail précis sur l'entreprise, ça active ce qu'on appelle le biais d'appartenance. Le recruteur commence inconsciemment à nous voir comme quelqu'un qui partage déjà leur référentiel. Ça crée une connexion. Intéressant. Et ensuite? Ensuite vient le « moi ». Une fois qu'on a montré qu'on a compris le « vous », on fait le lien avec soi. C'est là qu'on explique en quoi notre profil, nos compétences, nos expériences répondent aux besoins ou aux enjeux qu'on a identifiés juste avant. Et là, c'est le moment crucial d'apporter des preuves. Pas juste des mots? Non, surtout pas. Pas juste lister des qualités, genre dynamique, rigoureux. Ça ne veut rien dire. Il faut les illustrer par des réalisations concrètes, chiffrées si possible. Par exemple? J'ai piloté un projet qui a permis de réduire les coûts de X%, ou j'ai mis en place une initiative qui a amélioré la satisfaction client de Y point. On répond vraiment à la question « Qu'avez-vous fait concrètement qui puisse nous être utile ?» D'accord. Très concret. Et le nous, alors? Enfin, le nous. Ça, c'est la projection vers l'avenir. Ayant établi la pertinence de notre profil pour leurs besoins, on esquisse ce que pourrait être une collaboration fructueuse. Comment on se voit contribuer à l'équipe, au projet, quelle valeur ajoutée on pense pouvoir apporter concrètement. C'est la vision d'un bénéfice mutuel, d'une réussite partagée. C'est vrai que présenté comme ça dépasse la simple organisation d'idées. On sent une logique presque commerciale derrière. Comprendre le client, proposer la solution, montrer le bénéfice. Exactement. C'est pour ça que c'est si efficace. Sans s'en avoir l'air, cette structure démontre une compétence clé qui est très recherchée. La capacité à adopter une approche centrée sur l'autre, à analyser un besoin et à proposer une solution pertinente. Mhm. Le recruteur, il ne lit pas seulement une lettre, il évalue déjà une posture professionnelle, une démarche intellectuelle.
C'est une sorte de mini-cas pratique de communication persuasive, en fait. La structure est posée, logique et persuasive. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut que le style suive, j'imagine. Comment on rend le texte vivant, accrocheur, dès les premiers mots? Finis-le, suite à votre annonce. Ah oui, ça, il faut le bannir absolument. Cette phrase d'intro, c'est l'équivalent d'une poignée de main molle. Ça n'engage à rien. Alors, on fait quoi? Il faut capter l'attention immédiatement. On peut démarrer par quelque chose qui montre une connexion personnelle ou une connaissance un peu pointue. Par exemple, votre récent article sur un sujet précis a particulièrement retenu mon attention car, ou bien, ayant suivi de près votre développement dans le secteur X, je suis convaincu que mes compétences en Y pourraient contribuer à, ou encore, si c'est le cas, bien sûr, sur les conseils de Madame Z de votre service marketing, je me permets de vous adresser ma candidature. Il faut créer un hameçon pertinent dès la première ligne. Une accroche qui montre qu'on n'est pas là par hasard, encore une fois. C'est ça. Et pour le ton général alors Comment on trouve le juste milieu? Sonner confiant sans paraître arrogant, professionnel sans être froid, enthousiaste sans être excessif. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Tout à fait. C'est vraiment une question de dosage subtil. Pour la confiance, un petit hack linguistique si on peut dire, c'est de privilégier le présent ou le futur de l'indicatif plutôt que le conditionnel. Ah oui, par exemple. Dire « mon expérience me permettra de », ça sonne beaucoup plus engagé, plus sûr de soi, que « mon expérience pourrait peut-être me permettre de ». Ça montre qu'on se projette déjà. D'accord. Et pour le professionnalisme sans être robotique? Là, la clarté et la concision sont reines. Il faut éviter le jargon inutile, les phrases à rallonge qui perdent le lecteur. Mais attention, professionnel, ça ne veut pas dire impersonnel ou froid. Il faut quand même laisser transparaître un peu de sa voix, de son énergie. Une touche de personnalité. Exactement. Et pour l'enthousiasme, il doit être ciblé. Pas juste dire « je suis très motivé », ça tout le monde le dit, mais expliquer pourquoi ce poste précis, cette entreprise précise nous motive. Qu'est-ce qui nous attire vraiment? Et bien sûr, toujours rester positif, tourner vers la solution et ne jamais, jamais critiquer un ancien employeur. Ça, c'est rédhibitoire. Très clair. Maintenant, si on abordait le côté obscur, les erreurs à éviter absolument. Quels sont les pièges qui peuvent ruiner tous ces beaux efforts? Les drapeaux rouges, comme on dit. Oui, il y en a quelques-uns à connaître. On peut les regrouper en deux grandes familles, disons. D'abord, les erreurs de fond, celles qui montrent vraiment qu'on n'a pas compris l'exercice. Les pires, j'imagine? Oui, probablement. La première, c'est la lettre générique, le copier-coller à peine modifié d'une candidature à l'autre. Ça, c'est le péché capital. Ça crie le manque d'intérêt réel. Le recruteur le voit tout de suite, hein? Ah oui, tout de suite. Ensuite, l'égocentrisme. C'est-à-dire parler uniquement de ce que le poste nous apporterait à nous au lieu de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. C'est l'inverse de la logique vous, moi, nous. Il y a aussi la paraphrase du CV. Répéter mot pour mot ce qui est déjà dans le CV sans apporter de contexte, d'explication ou de preuves supplémentaires. C'est une perte de temps et d'espace. D'accord. Le flou artistique. Utiliser des termes vagues comme polyvalent, orienté résultat, dynamique, sans aucun exemple concret pour les étayer. Ça sonne creux. Et la longueur? Ah oui, la longueur excessive. Une page, c'est vraiment le maximum absolu. Idéalement, on vise entre 15 et 25 lignes bien denses, bien construites. Il faut savoir être synthétique, hein. Le recruteur n'a pas le temps de dire un roman. Ok pour le fond. Et les erreurs de forme, plus techniques? Alors là, ce sont souvent celles qui sont perçues comme un manque de rigueur. Et ça pardonne pas toujours. La première, évidemment, les fautes d'orthographe ou de grammaire. Le classique? Le grand classique. Pour beaucoup de recruteurs, c'est éliminatoire direct. Ça suggère la négligence, le manque d'attention aux détails. C'est vrai que ça fait mauvais effet. Ensuite, l'erreur sur le nom du destinataire ou de l'entreprise. Ça, c'est fatal. Ça prouve qu'on a utilisé un modèle et qu'on n'a même pas pris le temps de vérifier. Impardonnable, oui. Le ton inapproprié. Soit trop familier, on n'écrit pas à un copain, soit au contraire trop pompeux, trop obséquieux, ou pire, négatif. Il faut trouver le juste milieu professionnel et respectueux. Et un dernier point technique. Oui, un détail mais qui a son importance. Le format du fichier. Toujours envoyé en PDF. Ça garantit que la mise en page sera conservée quel que soit l'ordinateur ou le logiciel du recruteur. Et ça fait plus professionnel qu'un .doc ou .pages. Et nommer le fichier correctement aussi. Absolument. Nommez le fichier clairement, par exemple lm nom prénom poste.pdf ou lnom prénom nom entreprise.pdf. Ça facilite énormément la vie du recruteur qui reçoit des dizaines de pièces jointes. C'est un petit détail qui montre qu'on pense à l'autre. L'importance de la personnalisation revient sans cesse
On l'a bien compris, mais comment on l'adapte concrètement? Parce que répondre à une offre précise, ce n'est pas la même chose qu'envoyer une candidature spontanée ou que postuler quand on est en pleine reconversion. Tout à fait. Chaque situation demande un angle d'attaque un peu différent, une adaptation spécifique. Par exemple, pour une réponse à une offre FIT. Alors là, le jeu consiste vraiment à décortiquer l'annonce. Repérer les mots-clés, c'est important pour les logiciels de tri, les fameux ATS, Applicant Tracking System, mais aussi pour le lecteur humain, et montrer point par point comment notre profil coche les cases demandées, toujours avec des preuves, des exemples. C'est un exercice de réponse très ciblé aux besoins exprimés. Et pour une candidature spontanée où il n'y a pas d'annonce? Là, c'est plus audacieux, ça demande plus de travail en amont. Il faut avoir mené une enquête approfondie sur l'entreprise, ses projets en cours, ses défis, son actualité. L'objectif, c'est d'identifier un besoin potentiel, même s'il n'y a pas de poste officiellement ouvert, et de formuler une proposition de valeur. Proposer une solution en quelque sorte? Exactement. Du genre, j'ai vu que vous développez tel projet ou que vous faites face à tel enjeu. Mon expertise en domaine spécifique pourrait, je pense, vous aider à objectif précis. On ne répond pas à un besoin, on le crée ou on l'anticipe. Le ton est forcément un peu plus proactif. Et en cas de reconversion professionnelle, ça peut faire peur aux recruteurs, non? Ça peut, oui, si ce n'est pas bien expliqué. La clé ici, c'est la transparence et la mise en avant des compétences transférables. C'est-à-dire? Il faut expliquer clairement le pourquoi de ce changement de voie avec honnêteté. Et surtout, il faut traduire ces expériences passées dans le langage du nouveau métier. Montrer comment des compétences acquises dans un domaine peuvent être utiles dans un autre. Par exemple, un enseignant qui veut devenir développeur peut valoriser sa rigueur analytique, sa pédagogie, qui peut être utile pour la communication technique, sa capacité à structurer l'information. Ah oui, faire le pont. C'est ça. Et il faut aussi prouver son engagement dans cette nouvelle voie. Les formations suivies, certifications obtenues, projets personnels réalisés. Montrer que ce n'est pas juste une idée en l'air. Et pour un jeune diplômé qui a peu d'expérience pro? Me cibler, pas juste général. La fraîcheur des connaissances académiques. On valorise les stages, même cours, les projets étudiants significatifs, l'engagement associatif. Tout ce qui peut montrer des compétences et une personnalité. Et surtout, on insiste sur la motivation spécifique pour cette entreprise-là, pour montrer qu'on ne postule pas partout au hasard. D'accord. On a donc peaufiné le fond, la forme, le ton, adapté le message, l'email est prêt à partir. Quel est l'ultime réflexe, le dernier filet de sécurité avant de cliquer sur envoyer? La relecture. Mais attention, pas une relecture rapide en diagonale 5 minutes après avoir fini d'écrire. Non, c'est une étape capitale qu'il faut traiter sérieusement. Des astuces pour une relecture efficace? Oui, plusieurs. D'abord, un truc tout bête mais très efficace. La lecture à voix haute. Ça peut paraître un peu étrange de se lire à soi-même, mais ça force à ralentir et on entend immédiatement les phrases qui boitent, les répétitions, les mots qui manquent. Je vois. Ensuite, laissez reposer le texte. Si possible, une nuit entière, ou au moins quelques heures. Revenir dessus avec un regard neuf, c'est impitoyable avec les petites erreurs, les coquilles qu'on ne voyait plus à force d'avoir le nez dedans. Le recul nécessaire. Exactement. Troisième astuce, faire relire par une personne extérieure de confiance. Quelqu'un qui a un bon niveau en français, évidemment. Un regard frais repère souvent les ambiguïtés, les tournures un peu lourdes et bien sûr les fautes qu'on aurait laissées passer. Le regard critique, mais bienveillant. C'est ça. Et enfin, pourquoi pas se faire une petite checklist finale avant d'appuyer sur le bouton. Vérifier point par point. Formatage, OK. Nom du fichier, OK. Destinataire correct. Aucune faute oubliée. La pièce jointe est bien là. C'est le contrôle qualité ultime pour être sûr de ne rien oublier de crucial. On arrive au terme de cette exploration assez dense, finalement. Ce qui ressort très clairement, c'est que la lettre de motivation, si elle est bien pensée, bien travaillée, est loin, très loin d'être accessoire ou dépassée. Non, effectivement. Elle demande un investissement, c'est vrai, on va pas se mentir, mais elle peut devenir un puissant outil de différenciation dans un marché de l'emploi parfois saturé. La personnalisation poussée, la structure narrative vous-moi-nous, l'apport de preuves concrètes, le ton juste et cette indispensable, cruciale relecture finale. Voilà un peu les ingrédients clés si on résume. Tout à fait.
Et j'ajouterais peut-être une dernière pensée, un peu en filigrane de tout ce qu'on a dit. Oui. Au fond, l'exercice même de rédiger une excellente lettre de motivation, je dis bien excellente, pas juste une lettre correcte, mais une lettre vraiment réfléchie, soignée, percutante, eh bien cet exercice en dit énormément sur le candidat lui-même. C'est-à-dire? Cette capacité à analyser un besoin, celui de l'entreprise, à structurer une réponse argumentée et logique, à choisir ses mots avec précision, à faire preuve de rigueur et d'attention aux détails jusqu'au bout, n'est-ce pas là en soi une démonstration de compétences professionnelles absolument essentielles, et ce, quelle que soit la fonction visée au final? C'est une perspective intéressante. Le processus de rédaction comme une compétence en soi. Peut-être que le processus, l'effort fourni, est aussi important aux yeux d'un recruteur attentif que le résultat final lui-même. Ça donne une indication sur la manière de travailler du candidat face à un défi. Une réflexion très juste qui replace l'exercice dans une perspective beaucoup plus large que la simple formalité. Merci beaucoup pour ces éclairages très concrets, cette analyse fine. Avec plaisir. C'est la fin de notre analyse approfondie sur la lettre de motivation.